La nuit est tombée sur le pays du matin calme. Mais Séoul ne dort jamais. Avec ses 20 millions d'habitants, la capitale du sud de la péninsule coréenne est l'une des plus grandes agglomérations de la planète. Cette ville millénaire, qui est aussi une mégapole ultra-moderne, est connue dans le monde entier pour son sens de la fête, façon Gangnam Style. Dans la moitié nord de la Corée se trouve la République populaire démocratique. Elle est gouvernée par un régime totalitaire et est totalement impénétrable. Depuis Séoul, nous partirons à la découverte de plusieurs lignes de chemin de fer dans la partie orientale de la péninsule. Notre périple nous fera ensuite traverser le cœur du pays pour rejoindre le sud-est. À Daegu, la deuxième ville la plus importante de Corée du Sud, nous mettrons le cap vers Gyeongsu, une ville historique. La moitié de la population coréenne se concentre à Séoul et dans sa périphérie. C'est la raison pour laquelle la desserte ferroviaire est si importante autour de la capitale. Tous les jours, ce sont des dizaines de milliers d'employés des secteurs économiques, culturels et touristiques qui affluent vers la ville. Nous avons rendez-vous avec Yun-Kyu Park, à la gare principale de Séoul. Il est guide et voyage toujours en train à travers le pays. Bienvenue en Corée. Je suis ravi de pouvoir vous faire découvrir mon pays et son réseau ferroviaire. Veuillez me suivre. Tout au long du voyage, Yun-Kyu attire inlassablement notre attention sur les particularités de son pays et du réseau ferroviaire coréen. Pendant le trajet vers notre première destination, le parc national du mont Soraksan, nous l'interrogeons sur sa vie, son travail et ses rêves. Nous apprenons que Yun-Kyu a 32 ans. Il est rédacteur d'un blog consacré au chemin de fer. À ce titre, il travaille régulièrement pour la compagnie coréenne Korail. Sa mission ? Tenir le public informé des ouvertures de gares, des nouvelles technologies ferroviaires, des destinations inédites et présenter des gens passionnants. Mais au fait, pourquoi aime-t-il tant le train ? Dans le train, je me sens comme chez moi. On y est bien. J'ai toujours aimé ce genre de voyage. Et j'ai même réussi à en faire mon métier. C'est chouette. Lorsqu'on aborde l'histoire des chemins de fer coréens, notre guide se fait muet. Il nous explique ses réticences. En Corée, l'histoire n'est faite que de guerres, d'occupations et de tensions. Les touristes et les lecteurs de son blog préfèrent entendre parler des bons côtés du train. Il finit tout de même par nous relater quelques faits historiques. Le premier train à vapeur a relié la gare de Yangdengpo à celle de Jaemulpo en 1899, en empruntant le tout premier tronçon de chemin de fer coréen. La majeure partie du réseau actuel date de la période de l'occupation japonaise, de 1905 à 1945. Après la scission du pays en 1963, une nouvelle société de chemin de fer voit le jour en Corée du Sud, la Korea Railroad Corporation, ou Korail. C'est elle qui prend en charge le réseau sud-coréen. Yun-Kyu aime mieux se projeter dans l'avenir plutôt que de se pencher sur le passé. Et l'avenir pour les amateurs de chemin de fer se résume à une abréviation, HEMU, le High Speed Electric Multiple Unit, ou train électrique à grande vitesse, la dernière version coréenne du train express. J'ai déjà entendu parler du HEMU, bien sûr. Malheureusement, je ne l'ai pas encore pris. Tout ce que je sais, c'est que le train express actuel circule à 305 km/h et que le HEMU est encore plus rapide. Il roule à plus de 430 km/h. Mais pour le moment, il est encore en période d'essai.
Les instituts de recherche et les constructeurs coréens ont investi plus de 65 millions d'euros dans ce projet. Le EMU, le train à grande vitesse nouvelle génération, a réalisé un trajet test à 354 km/h, ce qui représente la plus grande vitesse jamais atteinte par un train en Corée. Le EMU 430X devrait pouvoir atteindre les 430 km/h d'ici la fin de l'année et être prêt à la commercialisation en 2015. Ce nouveau train à grande vitesse a déjà fait forte impression à travers le monde. Passé et avenir, tradition et modernité. En Corée, les deux se côtoient sans cesse. Il est 3 heures du matin et déjà la journée commence dans le temple bouddhiste de Shinonsa sur les pentes du mont Soraksan, au nord-est du pays. L'édifice bouddhiste a été fondé par un moine en 653. Ce lieu saint passe pour le plus ancien temple zen du pays. Aujourd'hui encore, les moines suivent les préceptes de Bouddha à la lettre. C'est la sollicitation continue du corps et de l'esprit qui permet d'atteindre l'illumination, le but ultime de la méditation zen. C'est dans l'espoir d'y parvenir que les moines consacrent de longues années à la réflexion, à la prière et à la méditation. Mais ils agissent aussi concrètement en venant en aide aux corps malades et aux âmes égarées, comme ils disent. Le quotidien et ses tâches routinières sont comme un rituel, perçu et accompli avec la sagesse propre aux bouddhistes. Après la prière du matin, les moines retournent dans leur chambre et étudient les préceptes de Bouddha. Ils partagent ensuite un petit déjeuner, puis ils s'occupent de l'entretien du temple tous ensemble. C'est grâce à l'entrée payante au temple et aux dons des visiteurs que les moines assurent leur subsistance. Un mode de vie qui reste résolument spartiate. Il n'y a pas de plus belle vie que celle que nous menons. Que pourrait-il y avoir de mieux que de vivre dans le sillage de Bouddha en suivant son enseignement? Je ne peux pas comparer ma vie à celle des autres. Je suis tout simplement heureux. Mon enthousiasme me laisse sans voix. À quelques pas du temple, le relief se fait plus abrupt. Un téléphérique évite aux touristes la longue et pénible ascension des sommets escarpés du parc du mont Soraksan. Cette chaîne de montagnes abrite une faune et une flore rares qu'on a décidé de protéger dès 1965 en déclarant la zone parc national. Ce parc couvre près de 400 km². Divers itinéraires de randonnée mènent les marcheurs à des sources d'eau minérale, des cataractes, des monastères et des ermitages. La plupart des visiteurs choisissent pourtant de gravir les parois rocheuses, sculptées par le vent et la pluie, à bord du téléphérique. Les escaliers sécurisés sont rares, ce qui rend les déplacements sur les plateaux rocheux un peu risqués. Le sommet le plus élevé du massif montagneux culmine à 1708 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le parc national du mont Soraksan
est considérée comme la plus belle chaîne de montagnes de Corée. De retour au niveau de la mer. Le Seaside Train ne doit pas uniquement son nom à sa teinte bleu pâle. C'est un train touristique moderne et très prisé qui longe la côte orientale de la Corée. Les réservations sont obligatoires. Elles sont d'ailleurs fortement conseillées sur tous les trains sud-coréens, car il n'est pas permis d'y voyager debout. Du mois de mai au mois d'août, ce train panoramique effectue plusieurs allers-retours par jour. Il vous en coûtera 15 000 won, soit un peu plus de 10 € pour une bonne heure de trajet. Les Coréens adorent voyager, et le Seaside Train, en circulation depuis 2007, a définitivement conquis son public. Le Seaside Train relie Gangwon à Samchuk. Il effectue donc un parcours de 58 km le long de la côte. Voyager à bord de ce train est une expérience unique et romantique, bien différente des autres. Ici, vous pouvez écouter de la musique et chanter, lire des lettres ou jouer au bingo à plusieurs. Le personnel de bord doit avoir des talents d'animateur et une belle allure, mais un bon animateur n'est pas forcément un bon chanteur. Pour être honnête, la motivation est plus importante que l'apparence. Ce qui est essentiel, c'est de savoir bien communiquer avec nos passagers. Mais une belle allure ne gâche rien. Et bien entendu, il faut toujours garder le sourire. La politesse et un sens aigu du service sont les maîtres mots de l'industrie touristique coréenne. Le personnel de bord doit suivre une formation intensive pour le plus grand bonheur des voyageurs. Après quelque temps, nous apercevons par la fenêtre panoramique une clôture de fil de fer barbelé qui s'étend sur près d'1 kilomètre. Cette portion de plage est sous surveillance militaire. Le 18 septembre 1996, un sous-marin nord-coréen a tenté de s'infiltrer sur nos côtes à cet endroit. Depuis, l'accès à la plage est interdit. Après quelques 20 km, nous atteignons la gare de Jongdongjin, la plus belle du trajet et l'arrêt favori des voyageurs. Elle figure même dans le Guinness des records. C'est la gare la plus proche de la mer qui existe sur Terre. Au Nouvel An, des centaines de couples se retrouvent devant la gare pour y assister au premier lever de soleil de l'année. Un spectacle très romantique. Il suffit en effet de faire quelques pas pour se retrouver face à la mer. Alors que le Seaside Train reprend sa route, nous nous lançons dans une nouvelle aventure ferroviaire à seulement quelques kilomètres de Jongdongjin. Du pur style coréen, un mélange de jeux de lumière ultra modernes et d'événements sportifs.
Les rails de ce circuit de cyclodrésine ont été spécialement aménagés. Les tunnels ont été transformés en grottes à thème, hautes en couleurs. Et la plage procure une sensation de bien-être au contact de la nature. Pour affronter les petits dénivelés, on a même pensé à intégrer un moteur aux drésines. Car ce circuit de 5,4 km n'a pas été conçu pour le sport, mais pour la détente. J'ai adoré le circuit en drésine. C'est bien mieux que le rafting. La prochaine fois, je viendrai avec ma mère. Je veux lui faire connaître ça. C'est l'effervescence à Buncheon, une bourgade de la province de Gyeonggi-do. On attend une personnalité de premier plan cet après-midi. Un chef de section haut placé chez Corail vient inspecter la gare dans ses moindres détails, car celle-ci vient d'être réaménagée. Nous avons réservé nos places pour le Baby Beko Train, autrement dit, le train du tigre blanc. La locomotive est décorée à l'image du félin légendaire qui sillonnait autrefois les montagnes de la région. Aujourd'hui, il a disparu de Corée du Sud et n'est plus que la mascotte de la ligne de chemin de fer. La brochure officielle désigne ce train par l'abréviation V-Train, car il parcourt des vallées particulièrement encaissées. Yoon-kyu va publier sur son blog le récit de son voyage dans le wagon panoramique rouge. Les voyages en train insolites ont de plus en plus de succès en Corée du Sud. Les Coréens aiment aussi voyager en car, mais rien n'est aussi beau et aussi confortable qu'un voyage en train. Le bruit du train est plaisant et les paysages sont magnifiques. Pour se détendre, les Coréens préfèrent le train. Et celui-ci atteint même les endroits les plus reculés, les plus inaccessibles de la région. Dans ces montagnes escarpées, il ne faut pas compter sur des routes. Ceux qui ne souhaitent pas marcher pendant des heures sur des sentiers peu praticables n'ont pas d'autre choix que d'emprunter le train du tigre blanc. Celui-ci chemine confortablement à travers une nature sauvage et fascinante pendant 1 heure. Le V-Train est une nouveauté proposée par Corail. Son concept ? Relancer d'anciennes lignes abandonnées afin de développer le tourisme dans la région. C'est aussi pour cela que les locomotives et les wagons sont décorés de manière festive et originale. Là aussi, d'immenses baies vitrées offrent une vue panoramique qui permet d'apprécier au mieux la faune et la flore. À cela s'ajoute le bon air frais des montagnes, car dans le V-Train, contrairement au train panoramique européen, les passagers peuvent ouvrir les fenêtres à leur guise. Le train Tigre dépasse à peine les 30 km/h sur les pentes de cette ligne, tout en montée et descente, jalonnée de tunnels. Il pourrait évidemment rouler plus vite, mais l'idée est de permettre à des citoyens stressés de redécouvrir les vertus de la lenteur. Une courte pause dans la plus petite gare coréenne. Yoon-kyu nous en a raconté l'histoire. Autrefois, les habitants des villages environnants jetaient leurs bagages par la fenêtre à cet endroit, car le train ne s'y arrêtait pas. Ils sortaient au prochain arrêt, revenaient à pied, récupéraient leurs bagages et rentraient chez eux. Au terme d'une longue lutte avec l'administration, les habitants des villages voisins ont fini par financer eux-mêmes la petite gare. Après une bonne heure de route et une quantité invraisemblable de photos prises avec smartphone, tablettes et appareils photo numériques, le train repart en sens inverse pour revenir à la gare de Buncheon. Étrangement, celle-ci accueille les visiteurs avec le drapeau suisse. Vous savez, la croix blanche sur fond rouge.
La délégation de Séoul tant attendue est à pied d'œuvre. Les sanitaires font l'objet d'une inspection minutieuse. On a baptisé la gare Zermatt, en l'honneur de la gare helvétique avec laquelle elle est jumelée. Beaucoup de bois, des drapeaux suisses et des imprimés à carreaux rouges et blancs. Tout cela colle parfaitement avec l'image helvético-coréenne que l'on veut donner. Les visiteurs, tout comme les responsables politiques locaux et l'ambassadeur suisse, semblent enchantés par cette gare aux allures helvétiques au beau milieu de la Corée. À Buncheon, on peut aussi prendre le O-Train. Cette navette moderne est destinée aux employés qui se rendent à leur travail. Elle doit son nom à son trajet circulaire. En effet, la ligne qu'elle emprunte décrit un O en reliant 3 provinces du centre du pays. Cette ligne n'a été inaugurée qu'en 2013, même si le tracé existait déjà auparavant. Le O-Train sillonne à travers la chaîne de montagnes du Baekdu-daegan. On décrit souvent ces montagnes comme l'épine dorsale de la péninsule coréenne, car elles s'étendent sur presque toute la longueur du pays. La décoration intérieure des wagons est soignée jusque dans les moindres détails. Le style se rapproche de celui des trains européens de la Belle Époque. Vitraux de couleur et sièges capitonnés. Yuk et ses amis étudiants apprécient aussi ce genre de voyage en train. J'ai toujours aimé le train. Je trouve ça fascinant qu'un engin puisse transporter autant de monde à cette vitesse. Et puis, j'aime le design des locomotives et des wagons et le bruit que fait le train. C'est pour toutes ces raisons que j'étudie les technologies ferroviaires. Ryul suit le même cursus et il collectionne tout ce qui touche au chemin de fer. J'avais entendu parler du tampon souvenir du O-Train. Je viens de l'essayer. C'est un beau souvenir. Les 4 jeunes étudiants veulent apprendre directement sur le terrain. Dans quelques années, ils appartiendront à l'élite des chemins de fer coréens. Et ce sont eux qui concevront et mettront en œuvre les trains du futur. Ce n'est pas facile de se projeter dans l'avenir. Mais vu les technologies qu'on est en train de développer, je pense que les trains coréens compteront parmi les meilleurs au monde. C'est d'ailleurs en partie grâce à la concurrence avec les autres pays que les techniques ferroviaires se développent aussi vite en Corée. Alors que le O-Train achève son circuit, Yoon Kyu s'interroge dans son blog sur les différences de mentalité entre la Corée et l'Europe. Une des différences les plus flagrantes est dans l'attitude face aux personnes âgées. Les Coréens ont un profond respect à l'égard de leurs aînés. Notre langue comporte d'ailleurs une forme de politesse spécifique que les jeunes utilisent pour s'adresser à leurs aînés avec déférence. Il existe aussi dans les trains coréens des places assises exclusivement réservées aux personnes âgées. Nous faisons route vers Andong. La ville se trouve dans la province du Gyeongsangbuk-do et est surtout connue pour ses habitations traditionnelles. Les habitants des quartiers historiques de la ville préservent les us et coutumes traditionnels. Et les visiteurs sont invités à respecter leur vie privée, car, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas de figurants d'un musée ou d'un lieu de reconstitution historique.
Cet homme, pourtant, accepte volontiers qu'on l'observe à la tâche. Yong Kangbom est un moine du temple bouddhiste de Gwanensa. Sa spécialité, le café fraîchement torréfié. Celui-ci est vendu aux touristes qui viennent visiter Andong et ses montagnes. C'est un souvenir très apprécié et une source de revenus indispensable au temple. Pour les employés du temple, le café est aussi une délicieuse façon de conclure la journée. Chaque soir, le moine prépare du café frais avec une application toute bouddhiste. Je préfère le café fait maison. En général, le café est torréfié superficiellement. Mais le café coréen est torréfié sous pression de l'intérieur. C'est pour ça qu'il est plus aromatique et qu'il a meilleur goût. On ne peut se procurer ce café que directement auprès du moine, tout comme cet autre souvenir du temple plutôt insolite. Voici un sous-vêtement Tarima que j'ai conçu moi-même. Le tissu est particulièrement hygiénique et ses motifs hexagonaux jouent sur les flux d'énergie dans le corps. Ils permettent de préserver l'énergie corporelle plus longtemps. La couleur change avec la chaleur. Nous faisons aussi des dessous féminins sur le même principe. Cette stratégie de marketing permet au temple bouddhiste, qui existe depuis la dynastie Silla, de se maintenir à flot aujourd'hui. Dans ce temple, vieux de plus de 1300 ans, le rituel de la prière du soir reste l'événement le plus marquant pour les visiteurs. Il clôt la journée et prépare la prochaine de façon positive. Malgré cela, la journée du lendemain commence dans la grisaille. Nous nous rendons à Daegu, une agglomération de 2,5 millions d'habitants dans le sud-est de la Corée. Yoon-kyu est toujours à nos côtés pour nous faire découvrir la ville. Nous descendons à la gare de Dongdaegu, à l'est de la ville. La vieille gare, comme on l'appelle aussi, est plus importante que la gare principale de Daegu. Il n'y reste toutefois aucune trace de l'atmosphère du début du XXe siècle. Voici la gare de Daegu. Pendant la guerre avec la Corée du Nord, de nombreux réfugiés ont échoué ici, parce que le réseau ferroviaire avait été détruit. Aujourd'hui, la gare est aussi un centre commercial. Il ne reste pratiquement rien de cette époque. Mais je vous ai apporté une photo. La gare est magnifique sur ce cliché. Et on peut noter qu'il y avait beaucoup de passages. C'est la preuve qu'à l'époque, on prenait beaucoup le train. Le 25 juin 1950, le Nord communiste attaque le Sud. En coulisses, ce sont deux grandes puissances qui s'affrontent, l'URSS et les USA. On frôle la guerre nucléaire. Des millions de Coréens vont y laisser la vie. Presque autant vont fuir leur village, leur ville et les atrocités de la guerre. Le plus souvent à pied, parce qu'il ne reste pas grand-chose des chemins de fer et les quelques trains toujours en service sont bondés. Le résultat ? Un pays encore aujourd'hui scindé en deux, entre le nord totalitaire et le sud démocratique.
De nombreuses familles se trouvent séparées lors de l'exode, comme celle de Wonsuk-bae, originaire du Nord. Depuis le Nord, j'ai dû me rendre à Séoul à pied. J'ai retrouvé ma famille dans une église aux environs de la frontière actuelle. Nous voulions rentrer à la maison, mais les soldats nord-coréens poursuivaient leur avancée vers le sud. Et nous avons dû embarquer dans des trains de réfugiés pour Daegu. La jeune femme n'a retrouvé son mari porté disparu que plusieurs années plus tard. Une fin heureuse qui reste une exception. La vie est bien agréable maintenant en Corée du Sud. Mon oncle tenait absolument à retourner au nord, à Pyongyang, avant de mourir. Cela n'a pas été possible. Moi, je n'ai aucune envie d'y retourner. Je suis sûre que ma mère et ma sœur sont déjà mortes. Fin de soirée au centre-ville de Daegu. Mais que fait donc cette jeune femme? En fait, ces jeunes femmes sont des hôtesses de garage souterrain. Un métier exclusivement sud-coréen qui prévoit un uniforme, une chorégraphie bien précise et des changements de poste réguliers. Dans cet autre souterrain, c'est un des métros les plus modernes de Corée qui accueille les voyageurs. Chacun de ces wagons offre un réseau mobile et le Wi-Fi. Les lignes ont été ouvertes en 1987 et couvrent déjà plus de 57 km. Yoon-kyu est un usager régulier du métro de Daegu. Certaines de ses visites guidées sont entièrement consacrées au réseau du métro. Yoon-kyu connaît de nombreuses anecdotes liées au métro. Certaines sont très sympathiques, d'autres vraiment terribles. Il y a eu un terrible accident dans le métro le 18 février 2003. 340 personnes ont été tuées ou grièvement blessées. Un homme qui souffrait de troubles mentaux a mis le feu à une rame de métro en tentant de s'immoler. Les passagers ont essayé de fuir, mais le conducteur était parti avec la clé de secours. Ils ont donc péri dans les flammes, brûlés vifs ou asphyxiés. C'est une bien triste histoire. Voici l'une des bonnes adresses de Yoon-kyu. C'est un endroit facile à atteindre en métro, le marché aux légumes de Daegu. On n'y croise que très peu de touristes. C'est l'endroit idéal pour découvrir ce qui fait le quotidien des Coréens. On y trouve des fruits, des légumes et d'autres produits alimentaires à des prix adaptés aux ménages modestes. Un détail frappant. De nombreuses personnes âgées travaillent ici. Car en Corée du Sud aussi, la pauvreté touche beaucoup de retraités qui arrondissent leur fin de mois en vendant le produit de leur récolte. Dans les grandes villes comme Daegu, la vie devient toujours plus chère. C'est l'une des conséquences d'un développement économique fulgurant. Ye Kyu Park est en âge de prendre sa retraite, mais il continue à exercer en tant que naturopathe. Il ne le fait pas pour l'argent, mais parce qu'il ne s'imagine pas vivre sans travailler. L'herboristerie où il travaille appartient à sa famille depuis des générations.
Celle-ci est très renommée pour ses grandes connaissances en médecine traditionnelle coréenne. Les plantes représentent tout pour moi. J'ai passé ma vie à les étudier comme l'ont fait avant cela mon père et mon grand-père. Son fils, Shino Park, est le propriétaire et le gérant de l'herboristerie. Il est également responsable du bon respect des dosages prescrits par son père. Il existe un livre de prescription écrit il y a plus de 5000 ans et dans lequel il figure que tout le monde peut vivre jusqu'à 120 ans. Au fil des générations, le livre s'est enrichi des nouvelles connaissances sur les plantes. Il nous sert aujourd'hui encore pour soigner les maladies et mélanger les ingrédients. Il faut des connaissances étendues et des années d'expérience pour déterminer avec précision la bonne proportion des ingrédients. Car si elles sont mal utilisées, certaines plantes peuvent s'avérer dangereuses. Je dois préciser qu'il existe une différence entre un naturopathe et un herboriste. Le naturopathe travaille comme un médecin dans un hôpital et une herboristerie est comme une pharmacie. Le naturopathe fait 6 années d'études sanctionnées par un diplôme d'État. Ce diplôme permet de distinguer ceux qui ont étudié la naturopathie à l'université des autres. Il est désormais interdit de soigner des patients ou de pratiquer l'acupuncture dans une herboristerie sans avoir suivi cette formation au préalable. À Daegu, la médecine traditionnelle par les plantes connaît toujours plus de succès, notamment auprès des étrangers en quête de bien-être. De nombreux touristes s'y rendent uniquement dans cette optique. C'est grâce à Yunkyu que nous poursuivons notre chemin. En effet, l'achat d'un ticket de train peut s'avérer une véritable épreuve pour qui ne maîtrise pas les caractères coréens. Nous poursuivons notre périple en direction du sud-est pour rejoindre Gyeongsu. Nous apprenons à mieux connaître Yunkyu, qui se sent plus en confiance avec nous. Les Coréens ne s'ouvrent pas facilement aux étrangers. Notre jeune guide répond désormais à des questions qu'il aurait écartées avec un sourire aimable il y a encore quelques jours. Par exemple, que pensent les Coréens des fanatiques du chemin de fer comme lui ? Cela ne choque personne qu'on aime voyager en train. Mais les gens me regarderaient bizarrement si je leur avouais m'intéresser au train et à leur technique en tant qu'adulte. Nous sommes à Gyeongsu. Depuis 2002, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses nombreuses maisons traditionnelles très bien conservées. Il est d'ailleurs interdit de construire des bâtiments de grande taille à Gyeongsu. Pendant la période Silla, qui s'est étendue de 57 avant Jésus-Christ à 935 de notre ère, Gyeongsu était la capitale du royaume. Aujourd'hui, en raison de ses nombreux édifices historiques, la ville est souvent appelée le musée sans mur. Une de ses attractions majeures, le Daeronwan, le parc des tumulus, vieux de 1500 ans, où reposent les dépouilles royales de la dynastie Silla. Les touristes accourent du monde entier pour le visiter. De retour à Séoul, Yunkyu retrouve les étudiants rencontrés dans le O-Train. Rendez-vous est pris dans une des nombreuses échoppes qui proposent une cuisine coréenne traditionnelle.
Ici, la viande est directement cuite à table et on partage tous les plats. En Corée, les gens aiment partager leurs plats et parfois même en faire profiter des étrangers. La mentalité coréenne est assez particulière en cela. Nous aimons partager la nourriture et beaucoup d'autres choses. Il est temps pour nous de faire nos adieux à la Corée, à Yoon-kyu et à ses amis. Grâce à eux, nous avons pu découvrir le pays du matin calme de façon originale. Ils ont su attirer notre attention sur son histoire tourmentée, ses chemins de fer modernes et ses habitants qui savent si bien allier progrès et tradition, plaisir et philosophie bouddhiste. Les gens vivent à 100 à l'heure, mais vivre à toute vitesse ne fait pas forcément avancer plus vite. Parfois, il vaut mieux ralentir le rythme pour ne pas passer à côté des choses essentielles. Les Coréens éprouvent un grand plaisir à voyager en train. Quel que soit leur état d'esprit quand ils montent dans le train, le voyage les met de bonne humeur. Le train est comme un ami pour eux. La vie est un voyage. Chaque moment de notre vie est une étape de ce voyage. Chaque nouveauté, chaque réjouissance, chaque beauté que l'on perçoit est un voyage. Si nos deux États pouvaient se réunifier, j'aimerais être l'un des premiers à me rendre en Corée du Nord en train.